Bonsoir madame et bonsoir messieurs, nous sommes une fois de plus très heureux de vous retrouver ce soir. Votre émission, Point de vue aujourd'hui, la problématique d'assainissement de nos agglomérations, cas de la ville de Kinshasa aujourd'hui, 3 mois après le lancement de l'opération Kinbopeto par le chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, c'était dans la commune de Bandalungwa. Eh bien, aujourd'hui, nous avons voulu essayer de faire le point sur l'avancement, le déroulement de cette opération dont on a l'impression que rien ne change jusqu'à ce jour. Alors, pour bien comprendre le problème, nous avons fait venir les responsables de cette opération ainsi que des techniciens dans l'assainissement de nos villes. Alors, j'ai l'avantage de saluer sur ce plateau mes 3 invités. Au milieu, une figure bien connue, M. Germain Poundou, celui-là même qui coordonne cette opération d'assainissement dénommée Kinbopeto. Merci Germain d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Soyez les bienvenus. Merci. En face, nous avons M. Eric Mukuna. Une fois de plus, merci. C'est la 2e fois que nous vous recevons sur ce plateau. Je reprécise que vous êtes administrateur, directeur de l'ONG ETEC Environnement et donc membre de la société civile. Merci une fois de plus d'avoir accepté d'être des nôtres ce soir sur ce plateau. Et enfin, un technicien, le professeur Emmanuel Biei, il est spécialiste dans l'assainissement. Il sera ici notre boussole, ou si vous voulez, notre indicateur de ce que devrait être cette opération d'assainissement si vraiment on veut aboutir à des résultats donc vraiment palpables. Merci donc avec moi sur ce plateau, Marie-Reine Zeba, journaliste ici à la radio-télévision nationale congolaise. Alors, je voudrais d'abord d'entrée des jeux, Monsieur Germain, vous poser cette question. 3 mois après le lancement de cette opération, nous avons l'impression que rien n'a changé. C'est comme si rien ne s'était passé dans la ville. Il y a des déchets qui continuent à s'accumuler à gauche, à droite. Il y a des garages, il y a des marchés pirates. Les nuisances sonores, n'en parlons même pas. On dirait que la ville s'est trouvée en perpétuelle kermesse quand on se promène surtout le soir dans la ville de Kinshasa. Mais dites-nous, l'opération va démarrer quand? Merci pour la question, merci pour l'invitation. L'opération Kinshasa Bopeto a été lancée, comme vous l'avez si bien dit, oui, lancée le 19 octobre. Est-ce qu'elle a démarré? Et cette opération a bel et bien démarré. Pour ceux qui ont suivi le discours du chef de l'État le jour du lancement et les discours du gouverneur, le chef de l'État n'était pas venu à Bandal inaugurer un immeuble terminé. Le chef de l'État est venu inaugurer un chantier et dans son discours, il a même donné quelques orientations. La phrase emblématique que nous avons retenue était au bourgmestre, j'ai dit l'argent que vous percevez dans les marchés, utilisez cet argent pour payer les jeunes désœuvrés afin qu'ils puissent intégrer l'opération. Donc 3 mois après, cette opération se construit au niveau des fondations. Nous avons déployé au niveau de chaque rue une coordination, au niveau de chaque quartier une coordination, au niveau de chaque commune une coordination. Ces coordinations-là sont composées d'un coordonnateur adjoint et d'un chargé des opérations. Les bourgmestres ont été suffisamment instruits avec une note d'instruction de 12 points. Et sur ces 12 points, il y avait tout ce qu'il y a à faire pour que nous puissions avancer. Et ce jour-là, cher Oscar, vous aurez pu retenir aussi du chef de l'État le terme changement de mentalité. Parce que le plus grand chantier de Bopeto, c'est pas encore la saleté qui est la conséquence. Tout ce que nous voyons sur nos rues et tout, c'est la conséquence des comportements.
Nous sommes dans un comportement tel que il y a dans le fantasmagorique, on croirait que le déchet prendrait des ailes, les déchets prendraient des roues pour aller là où il faut. D'accord, donc vous nous dites ici que vous êtes qu'au niveau de la fondation jusque-là, c'est-à-dire l'opération proprement dite. Nous construisons les fondations et dans l'entretemps, nous sommes dans la routine du ramassage. Parce que le ramassage s'est fait. Si vous voyez des gros entassements aujourd'hui d'immondices, c'est dû en large partie, notamment dans les endroits connus, à des attitudes inciviques, des Quinois qui disent par là passent les camions de la Raskin, je prends mes ordures ménagères, je vais aller bourrer ces endroits. Ce qui est normal? Non, ce qui n'est pas normal, parce que les ordures ménagères, mon cher Oscar, sont à la charge, la levée des ordures ménagères, c'est à la charge du foyer. Et nous avons à Kinshasa déjà une petite économie sociale qui s'est développée avec les ONG. Oui, mais les foyers vont déposer où les ordures Ils vont ménagères? déposer devant chez eux et les pousse-pousseurs passent pour les prendre. C'est moyennant, selon les études, je parle sous l'autorité du prof Bien qui fait ces études-là. Qui font payer. Oui, ils font payer autour une moyenne de $10 le mois pour 3 passages la semaine. Et ça, c'est dans la tradition, ça c'est dans la doctrine, ça c'est dans la pratique partout au monde. Le déchet que vous produisez dans votre foyer, ça levé est à votre charge. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Donc Kinshasa Bopeto avance, les travaux de voirie, les balayages et tout, avec les moyens de bord que nous avons, cela se fait. Aller à Willery aujourd'hui, après des grandes pluies, Willery n'est pas inondé parce que les avenues ont été curées. Vous allez à Bandal, à l'entrée Mollard, nous n'avons plus le lac qu'il y avait. Il y a des petits pas vers la propriété de routiers. Merci. Nous revenons à vous. Alors, je ne sais pas si la population, la société civile est d'accord avec M. Germain Pondo. Bon, d'accord. Monsieur Rick. D'accord, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, comme il le dit, la levée des immondices des ménages est à la charge des foyers. Donc effectivement, il faut que les foyers soient sensibles au fait que le ramassage se fera avec leur contribution. À ce niveau-là, peut-être, et ça on prend développer tout à l'heure le sujet avec Prof Gay, ce qui serait bon, c'est qu'à partir du moment où on sensibilise sur le fait que la charge de la levée des immondices est au niveau des foyers, tentons de rentabiliser cette filière par le tri à la source pour que ces déchets soient recyclés et permettre une économie circulaire. Ce qui va permettre aussi d'ailleurs à ceux qui font la levée de dire si je viens collecter chez vous vos déchets, je peux vous facturer moins cher mon service de levée parce que c'est trié et je sais que je vais revendre ces déchets. Ça, c'est pour ça que je dis effectivement qu'il faut déjà conscientiser que si les ménages sont conscients que la levée est à leur charge, trier leur permettra d'économiser aussi cette charge, de diminuer en tout cas cette charge. Maintenant, pourquoi je dis non? Je dis non parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut dire que c'est à la charge des foyers, mais il faut que moi aujourd'hui, ménage, même si je prends un pousse-pousseur, je dois être conscient de qu'est-ce que va faire le pousse-pousseur de ce déchet. Et c'est là où je crois que ça a été dit tout à l'heure. Oui, justement, c'est là le grand problème. Même si moi, si je fais le geste éco-responsable de dire je fais le tri, ou je ne fais pas le tri, mais j'ai un pousse-pousseur qui vient récolter devant chez moi, que je paye. Ce pousse-pousseur va le jeter où? Il va le jeter derrière un cours d'eau, derrière quelque part, il fait même au coin de la rue. Même au coin de la rue. Oui. C'est là où je dis qu'il ne faut pas seulement dire aux ménages payer pour qu'on vienne enlever. C'est même si je paye pour qu'on enlève, où est-ce que ça va? Moi, je pense que, comme vient de relever M. Eric, il y a 2 problèmes en amont. D'abord, la conscientisation de la population sur où jeter les déchets et comment traiter les déchets à partir des ménages, des écoles, des entreprises. Ça, c'est un problème qui doit... une étape à faire en amont. Et puis, la deuxième étape, c'est où jeter ces déchets. Que faire de ces déchets traités? Où sont les centres d'enfouissement? Voilà pourquoi je demande au professeur Bien ici présent avec nous. Vous venez de suivre tout à l'heure. Oui, vous permettez, mais j'aurais voulu que les professeurs répondent que les professeurs répondent à une troisième question. C'est la logique que nous avions été au départ. En tant que spécialiste
dans des techniques d'assainissement. Est-ce que la logique adoptée dans Kinbopeto est celle-là, c'est-à-dire des natures à pouvoir faciliter les choses de manière rapide? Merci. Bon, scientifiquement, comment les choses devraient se passer en pratique? Je pense qu'il faudrait d'abord cadrer les choses. Nous avons parlé de Kinbopeto, qui est une opération qui a été lancée effectivement par le chef de l'État. Mais selon moi, j'ai plutôt l'impression que Kinbopeto devrait être une philosophie de manière à faire comprendre aux Kinois que la culture de la saleté, ça ne donne pas la vie, ça amène à la mort. Mais à côté de cela, il y a tout un programme qu'il fallait mettre en place. Quels sont les opérateurs qui ont été identifiés par la ville pour faire ce travail-là? C'est vrai, on nous parle des ménages, des quartiers, des communes. Mais bon, qu'est-ce qui est mis en place là-dessus? Qui organise la collecte? Ces ONG, vous parlez d'ONG, ils doivent être identifiés, ils doivent avoir une mission. On doit savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire exactement et où ils vont. Et après cette étape-là, qui prend la relève? Et ça va où? On a l'impression effectivement qu'il n'y a rien qui est fait. Il y a quelqu'un qui a dit avant, c'est égal après. Oui. C'est simplement parce qu'on ne voit pas où vont les déchets de la ville de Kinshasa. Ici, le motif. C'est vrai que chez nous, on collecte, nous fermons les yeux parce qu'on ne pose pas la question où ça va. Nous savons très bien que quand c'est un pousseur qui prend les déchets dans les ménages, il ne va pas très loin. La ville de Kinshasa, c'est 2500 km². Et il n'y a pas d'espace. Il n'y a plus d'espace. Ça signifie que quand les déchets sont produits, ces déchets doivent aller au-delà de 35 km. Mais qui doit assurer ce déplacement-là? Est-ce que c'est Kinbopeto ou bien ce sont les structures que le programme Kinbopeto est censé contrôler ou coordonner? Alors, monsieur Germain, la question vous est adressée. Oui. Le prof lui-même l'a dit en rapport avec Kinshasa Bopeto, qui est déjà dans la transversalité, parce que la première fois que j'étais ici, j'ai défini qu'était Kinbopeto. Aujourd'hui, Kinbopeto, en tant que coordination, ne prend pas la place du ministère de l'Environnement. Et au niveau du ministère de l'Environnement, nous avons des instruments désignés, notamment la RASKIN, qui était RATPK à l'époque et qui a eu l'honneur d'être dirigé par le prof Biey qui est là avec nous. La RASKIN est l'instrument désigné pour la levée des immondices. Et à chaque fois, donc nous avons hérité de Paro une 60aine de dépôts qui étaient du reste mal répartis dans la ville. Il y avait des dépôts à côté des hôpitaux, des dépôts à côté des écoles. Et au moment où nous vous parlons, les dépôts qui étaient relativement acceptables sont au nombre de 15 seulement. Et ce sont ces dépôts-là qui continuent relativement à fonctionner. Et qu'est-ce qui est fait? Tous les bourgmestres, de commun accord avec la RASKIN, nous avaient remis des listes de ce que nous appelons des centres précaires. C'est des lieux précaires où... C'est-à-dire? Précaire, ça signifie que ce n'est pas des dépôts de transit consolidés, des dépôts de transit construits. Ces lieux précaires permettent à ce que les pousse-pousseurs viennent déposer et que tout de suite les équipements de la RASKIN viennent lever. Contrairement à des grands dépôts comme vous voyez Sayo, et un peu partout là où... Moi je vois Sayo là, c'est nauséabond par là. Oui, c'est un grand dépôt, c'est un grand dépôt et vous irez... Vos camions ne passent pas régulièrement par là. Partout où vous trouverez des dépôts d'immondices, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, en Inde et tout, vous ne manquerez pas à inhaler des mauvaises odeurs, parce que c'est de la nature aussi de ces déchets. Mais dites-moi, monsieur, mais vos camions passent combien de fois par jour?
j'ai ramené, ma lettre est là-bas, j'ai ramené un rapport de la Raskin que je vais vous verser et vous verrez le nombre de rotations. Nous avons pu avoir des abonnements de carburant qui fait qu'aujourd'hui, la Raskin ne peut pas se cacher derrière des problèmes de moyens. Et nous avons aussi, si vous avez suivi l'actualité, mis la main sur certaines mauvaises pratiques au niveau de la Raskin. Il y a des gens qui ont été indexés. Bon, ils ont droit à se défendre. Hein. Je ne citerai pas leur nom. Ils sont traduits en justice. D'abord comment nous appelons, en procédure disciplinaire. Et c'est après la procédure disciplinaire que les autorités décideront qu'ils aillent en justice ou pas, selon comment ils vont se défendre. Donc, la grande question, c'est quand on prend les déchets au niveau des foyers, ça va où? Mais moi, je voulais dire, allons-y par étapes. Que d'abord, le foyer puisse être en mesure de faire enlever ces immondices. Maintenant, les attitudes des pousse-pousseurs, nous avons pris pousse-pousseurs, tuk-tuk, ONG, comme le pauvre vient de le dire, ils sont identifiés. Leur secteur d'opération, c'est connu des juridictions communales. Donc aucun pousse-pousseur ne peut ou ne travaille dans la commune sans être connu de la commune. Il était entendu même que les pousse-pousseurs... Ils ne sont pas identifiables. Ils sont identifiés. Tous. Tous. Ça c'est en rapport avec les instructions. Les communes où on trouve les pousse-pousseurs non identifiés, c'est une faute professionnelle au niveau des responsables de la commune. Ils sont identifiés comment alors? Ils sont recensés à la commune, oui. Et on leur donne des zones où ils doivent travailler. Toutes les ONG qui travaillent aujourd'hui dans la levée des immondices, les entreprises qui travaillent dans la levée des immondices ont des secteurs dédiés où ils doivent travailler. Maintenant, en rapport avec le tri, nous avons eu une réunion il y a 2 semaines. Le ministre de l'Environnement a insisté, même pour que l'on puisse donner instruction aux pousse-pousseurs, aux tuk-tuk, de compartimenter leur équipement pour qu'il y ait un endroit pour mettre les plastiques, un endroit pour mettre les cartons, un endroit pour ventiler selon le cercle du professeur Biey. Hein, chaque déchet a un compartiment. Mais ça, c'est des instructions qui sont données. Ce sont des ménages qui mais oui, mais le pousse-pousseur qui reprend avec sa pousse-pousse, il ne doit pas les mélanger après. Sinon, à quoi aurait servi ce tri? Donc, vous avez déjà demandé aux ménages de procéder au tri? À ce stade, les ménages n'ont pas encore une obligation de la ville de trier. À ce stade, il n'y a pas. On demande plutôt au niveau des pousse-pousseurs qui ramassent de compartimenter et les instructions vont venir après pour les... Alors, M. Germain, est-ce que le travail est décentralisé ou c'est l'hôtel de ville? Vous travaillez avec des structures spécifiques ou vous centralisez tous les travaux au niveau de l'hôtel de ville? C'était aussi déjà le choix des Quinois de nous dire, voilà, si vous centralisez tout à l'hôtel de ville, le programme est voué à l'échec. Oui, vous avez des partenaires. C'est ainsi que dès le départ, la coordination Bopeto est éclatée, s'est éclatée jusqu'au niveau de la rue. Tout chef de rue de Kinshasa coordonne Bopeto pour sa rue. Les chefs de quartier, eux, ne sont pas coordonnateurs Bopeto parce qu'il y a une coordination Bopeto au niveau des quartiers. Et au niveau des communes, il y a une coordination Bopeto. En ce moment-là, au moins le pouvoir, le débat sur les ordures rentre au niveau local. Parce que je suis de ceux qui pensent aussi que l'économie circulaire peut nous aider à sortir de ce problème. Parce que vous allez à Brazzaville, où il y avait Averda. Aujourd'hui, le contrat avec Averda est rompu. Brazzaville croule sous les immondices. Vous allez à Libreville, contrat avec Averda rompu. Mais nous croyons qu'avec une économie circulaire, le peuple, comme le dit bien, bon,
je ne vais pas le dire, Eric le dira lui-même après, hein, transforme ces déchets. Oui, justement, en richesse. Eric, alors en tant que société civile, quel est votre rapport dans tout ça? Puisque vous aussi, les structures de la société civile, on vous voit très rarement sur le terrain. Oui, c'est vrai. Bon, en fait, il faut savoir, le premier constat, c'est qu'on peut être régulièrement sur le terrain. On le voit déjà pour la plupart des Quinois. On voit beaucoup d'ONG qui sont sur les routes, qui sont des fois financées par l'extérieur, pour balayer, pour rassembler les déchets là où ils peuvent les rassembler. Mais après, il faut les enlever. Alors il pleut, ça retombe dans les caniveaux, et puis on repaye une autre ONG pour venir encore enlever des caniveaux, pour que ça ne fasse pas de problèmes après d'inondation, etc. Mais aujourd'hui, il faut poser le vrai problème. On peut sensibiliser les ménages, c'est vrai, mais les ménages ne sont pas les seuls producteurs de déchets. Vous avez aussi les industries, vous avez les hôpitaux, vous avez l'administration publique qui est aussi pourvoir de déchets, les écoles, etc., etc. Donc c'est tous les centres de déchets qui doivent sensibiliser. Contrairement aux ménages où on demande, effectivement, parce que tout le monde doit mettre la main à la poche, de contribuer avec justement la prise en charge de levée des immondices, mais les industries aussi peuvent le faire. Et là, il peut même avoir des appels d'offres. Vous imaginez si on dit aujourd'hui un appel d'offres pour l'administration publique pour la gestion des déchets papier. L'administration publique est grand pourvoyeur de déchets papier. Mais il y a des compagnies de recyclage qui vont s'intéresser à ça. Parce qu'ils peuvent transformer ça en papier mouchoir, ils peuvent transformer ça en papier hygiénique, etc., etc. On fait la même chose pour les hôpitaux. Un appel d'offres pour les déchets hospitaliers. Il n'y a peut-être pas un marché de retraitement de déchets hospitaliers ici au Congo, mais ça peut intéresser d'autres pays. On peut faire la même chose au niveau de l'industrie. Aujourd'hui, on voit dès qu'un immeuble est détruit, on voit tout de suite des badauds qui viennent se mettre autour pour ramasser, casser, mettre en gravat et revendre. Donc ce qui montre, et c'est là la phrase effectivement que le Cordeau disait tout à l'heure, c'est qu'on peut transformer les ordures en ordures. Donc c'est-à-dire vraiment valoriser les déchets comme des gisements de matière première. Et aujourd'hui, pour moi en tant que société civile, ce que je dis souvent à notre partenaire de l'hôtel de ville, c'est qu'il y a ce travail en amont de sensibilisation sur la production des déchets et comment sensibiliser sur le tri et le fait que les déchets ne sont pas des déchets. Et deuxièmement, c'est aussi, supposons qu'on a réussi à organiser la filière avec le tri, avec la collecte, etc. Où est-ce qu'on va jeter ces déchets pour ou faire le traitement ou pour faire de l'enfouissement technique. En sachant que de l'enfouissement technique, il peut y avoir après de la valorisation énergétique. Mais c'est le où souvent qui pose problème. C'est qu'on va parler ici de production de déchets, des ménages, mais que fait la ville concrètement pour dire, bon, voilà, j'ai mis à disposition. Parce que même si les pousse-pousseurs viennent dans les rues, dans les quartiers, dans les communes, jusque toute la ville, et qu'elles soient organisées et s'identifier, très bien. Mais tous ces déchets doivent aller quelque part. Aujourd'hui, si je prends une commune comme Kingabois, je crois que Kingabois s'est même agrandi en superficie. Puisqu'on a tellement jeté de déchets par là qu'il y a même des gens qui ont construit au-dessus. Alors, je voudrais poser au professeur Bey cette question. Dites-nous, vous êtes spécialiste en assainissement. Du point de vue normes scientifiques, comment devrait se passer la gestion des déchets? L'idéal, hein? Bon, je pense que pour la ville de Kinshasa, on a dans un premier temps besoin d'un schéma directeur. Nulle part, on nous parle du schéma directeur d'assainissement sur la ville. C'est quoi le schéma Nous directeur? devrions commencer par là. En fait, un schéma directeur, c'est quoi? C'est un plan qui montre comment la gestion de l'assainissement devrait se passer au niveau de la ville. Quels sont les opérateurs à tous les niveaux? Nous avons le niveau primaire qui est le producteur. Nous avons le niveau final, finalement, qui est la transformation avec le transformateur. Quels sont les transformateurs? Quels sont les agents traiteurs qui vont intervenir pour la ville de Kinshasa? Les producteurs, on les connaît. On nous a parlé d'identification, ils sont identifiés. Mais maintenant, les intermédiaires entre le transformateur et le producteur. Donc nous avons les transporteurs qui doivent être identifiés aussi. Quels sont les moyens à mettre à leur disposition pour que ce travail soit fait correctement? Alors, c'est là, dessus, finalement, qu'on va donner des directives pour dire, voilà, à tel niveau, Bopeto, vous coordonnez l'ensemble des activités, mais il y a des contrôleurs techniques qui ne seraient pas Bopeto, c'est une structure technique. Dans le cas précis, c'est la RASKIL. À l'époque, c'était la RATPK parce que ça incluait aussi les travaux. Je n'ai jamais compris pourquoi on a retiré le domaine des travaux là-dessus, pourtant c'était un tout. Et donc, c'est là qu'on devrait identifier
d'abord les investisseurs qui mettent l'argent, qui fait le travail de collecte à la base, le travail de transporteur, le travail de traiteur. Et où on devrait traiter, quels sont les sites qu'on met à la disposition de chacun. C'est ça qui globalise en fait le schéma directeur d'assainissement qu'on devrait mettre en place. On m'a appris qu'il y avait quelque chose dans ce sens. On est prêt à apporter aussi de l'appui là-dessus. Et je crois que la présidence de la République appuie la ville dans ce sens-là. Il y a actuellement au niveau, bon, je ne précipite pas les choses, normalement ça devrait être la ville qui devrait le dire, il y a des opérateurs qui sont prêts à intervenir. Ils sont même trop proches. Et donc, logiquement, dans les jours qui suivent, ils vont intervenir. Mais avec la ville, il va être question justement de définir le schéma directeur de manière à attribuer à chacun son travail, son domaine et son rayon d'action. Et je crois que c'est ça qui permettra alors finalement de réussir tout le plan de Voilà, merci. Alors, Monsieur Germain, quand vous demandez aux ménages de payer $10, vous avez dit 5 ou $10, dans une population très démunie, est-ce que cet aspect est de nature à favoriser la réussite, puisque c'est pas tout le monde qui va trouver les $10 à verser chaque mois et pour venir à l'aide surtout. D'autant plus que la sensibilisation, nous sommes sur le terrain, elle ne suit pas. Je laisserai au prof l'opportunité de mieux éclairer, mais il n'est pas entendu ici que la coordination Bopeto ou une structure de la ville demande aux ménages de payer. Ça, c'est des réalités économiques du terrain, et je laisserai au professeur d'approfondir un peu cet aspect. En fait, quand professeur, vous laissez... Bon, c'est une question que je vous pose indirectement. Quand on dit que les ménages payent, effectivement, on part du principe pollueur-payeur. Si vous polluez, vous êtes responsable de votre pollution. Si vous produisez des déchets, vous êtes responsable de l'évacuation de vos déchets. Et pour ça, quel que soit le niveau social, vous devez participer, vous devez contribuer. Donc vous devez, nous le faisons déjà, à différentes proportions bien sûr, ce n'est pas toujours $10. À l'époque, la ville avait mené des enquêtes. Donc on a essayé de poser des questions, et d'ailleurs c'est des travaux que l'on fait. Les universités, les instituts supérieurs mènent des enquêtes chaque année auprès des populations pour savoir, vous êtes à mesure de payer combien pour qu'on vienne évacuer vos déchets. C'est vrai, il y a des chiffres qui sont avancés. À Kingasani, les gens disent plus facilement 5 000 par mois. Et je crois qu'il n'est pas d'emblée conforme de donner un montant. Il faut partir de là. Qu'est-ce que la population est prête à payer? Et ça va varier suivant les communes, suivant le niveau. Parce que dans la même commune, vous avez des gens qui ont un niveau assez élevé et d'autres pas. Oui, je disais tout à l'heure, professeur, c'est la question que je lui posais. Mais tout cela devrait être précédé par une campagne de sensibilisation. Exactement. Mais or, on n'en est pas encore là. Nous sommes à la cité et on ne voit nulle part, on entend nulle part cette campagne qui démarre quelque part. Mais justement, ça ne peut pas marcher à l'heure actuelle parce que la population attend que le travail soit d'abord fait avant de payer. Ce qui est tout à fait logique. Hein. Vous savez, aujourd'hui, la population n'a plus confiance à l'État. Oui. Et il y a ce facteur-là que la ville devrait prendre en considération. Du fait que, si vous voulez que la population paye, il ne faut pas que ce soit la ville qui se présente devant la population. Donc il faut utiliser des opérateurs privés qui vont faire le travail de sensibilisation parce que, au moins là, il y a une confiance. Et qui vont faire le travail d'évacuation. Alors, il y a opérateurs privés qui le font. Oui, mais justement, c'est vrai qu'il faut... je ne suis pas d'accord quand on dit qu'il faut essayer de faire une étude en disant, en fonction des quartiers, des communes, on peut voir vous êtes prêt à payer combien. Je répète ici aujourd'hui que les déchets dans beaucoup d'autres pays, on considère que c'est de la matière première.
Donc si on arrive à mettre à disposition, à organiser, et je crois que le travail de l'État, notamment de l'hôtel de ville ici, où il faut vraiment le mieux investir, c'est la sensibilisation sur le tri. Parce que si la sensibilisation sur le tri est effective au niveau des ménages, les filières, les investisseurs viendront eux-mêmes organiser leur collecte parce qu'ils savent comment ils traitent ces déchets pour les valoriser. Et les revendre dans une transformation en valeur énergétique, en recyclage ou autre. Mais c'est vraiment sensibiliser sur le tri. On sensibilise sur le tri, je vous assure que tous les investisseurs viendront. Et par contre, j'aimerais juste terminer de dire qu'on a un investisseur qui va venir pour régler le problème de toute la ville, c'est impossible. Vous savez, lorsqu'on part un peu dans d'autres missions à l'étranger et qu'on parle de Kinshasa produit 9000 tonnes de déchets par jour, ils n'en reviennent pas. Ils n'en reviennent pas. C'est énorme comme marché. Alors si ce marché est régulé par le tri, il va y avoir beaucoup d'opérateurs qui vont venir. Mais seul un opérateur ne pourra pas tout gérer. On a parlé par exemple de moyens logistiques par rapport à la collecte. Aujourd'hui, la ville, je crois, par rapport à l'héritage de Paro et leur investissement d'aujourd'hui, doit tourner peut-être à une quinzaine, une vingtaine de véhicules. N'eût été les opérateurs peut-être qui viennent apporter leur soutien. Mais le besoin réel, on parle de plus de 300 camions journaliers. Si on fait une moyenne non pondérée, chaque quartier produit plus ou moins 30 tonnes de déchets par jour. Et il y a plus ou moins 400 quartiers. Donc ce qui veut dire qu'il faudrait un camion de 30 tonnes tous les jours dans chaque quartier. Oui, mais est-ce que ça devait être compliqué, M. Germain? Quand l'Union européenne était là, c'était les paroles. Les paroles. Mais les choses marchaient très bien. Oui, mais alors, ils sont partis, sur 9 communes, ils ont laissé tous les matériels entre vos mains, mais pourquoi est-ce que les choses n'avancent plus? Mon cher Oscar, sur 9 communes, 98 millions d'euros de budget. Et vous retrouvez aujourd'hui la ville de Kinshasa, une ville indexée, pour plus de 20 millions de dollars qui ont été pris dans des banques et qui n'ont pas été justifiés, plus de 30 milliards de francs qui ont été pris et non justifiés. Nous avons quand même trouvé une ville au bord de la faillite. Il y a les moyens que le gouvernement central, que nous hébergeons à Kinshasa, parce que le Lubumbashi n'héberge pas les institutions centrales, ce n'est pas Kananga, c'est ici les moyens qui devaient être mis à disposition de la ville de Kinshasa, notamment les ONG que vous avez vu, la Préparo, qui balayait un peu partout. Ces ONG ont 3 mois impayés parce que, bon, les 1 million et quelques qui étaient dédiés à ces ONG ont été bloqués pour des raisons d'audit, mais que ces audits aussi se terminent pour que nous puissions voir le travail. À peu près 300 et quelques mille dollars qui devaient nous être versés chaque mois par le gouvernement central, toujours pour le travail d'assainissement, ces fonds-là ne nous sont pas alloués. Ça aussi, oui, ça aussi c'est des réalités que les Quinoises et les Quinois pour qui nous travaillons doivent savoir. Et où allons-nous alors? Nous allons, nous, aujourd'hui, vers le travail avec des moyens de bord. Nous sommes en train de gratter par-ci, par-là. C'est pourquoi nous insistons pour dire que Bopeto, comme le prof l'a dit, une philosophie, nous allons au-delà du déchet pour pouvoir nous en sortir. Que nous puissions nettoyer nos finances, par exemple, éviter le coulage, consolider l'assiette fiscale. Tout ça, ça fait partie de Bopeto. Parce que les finances propres nous donnent les moyens de pouvoir continuer. Aussi, je voulais rebondir sur, je voulais rebondir sur ce que mon partenaire a dit au tout début. Nous avons tous eu ici peut-être la chance de sortir du pays. Et moi, j'étais à un endroit, je ne citerai pas, dans un pays développé, nous faisions le tri. Mais malgré ce tri-là, c'est comme le prof dit, même l'ordure triée à la devanture du pollueur, il reste toujours une responsabilité à payer. Et vous verrez dans certains pays que je cite là, c'est 187 € l'année pour pouvoir lever des poubelles de tri. C'est déjà trié, mais on fait quand même payer quelque chose. Et nous, on a déjà une économie sociale qui marche parce que le pousse-pousseur, des fois, vient au pif. Il va vous dire, avec ça,
payez-moi 1000 francs. Ça, payez-moi 500 francs. Ça fait entrer aussi dans nos habitudes de ne pas trop polluer. Quelque chose qu'on devait traiter sur place, on traite pour diminuer la quantité. Et en ce moment-là, nous diminuons aussi le coût de ce que nous... Alors si je comprends bien, les moyens financiers vous allouez ne suivent pas. Ou ceux disponibles sont vraiment insignifiants. Là, j'affirme et je confirme devant l'opinion qu'il est d'une importance capitale que le gouvernement central puisse prendre sa part dans cette opération d'assainissement. Alors Eric, Avant Eric, excusez-moi, je voudrais demander quand même, on parle de finances. 3 mois durant, Kinbopeto a coûté combien à au gouvernorat? Combien ça a coûté? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça vous aurait coûté? J'aimerais compléter la question pour savoir dans le sens, pour permettre justement à qu'ils répondent de cette traite. C'est vrai qu'aujourd'hui, je crois que la question elle est judicieuse, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faudrait en termes de moyens pour que Kinbopeto fonctionne. Voilà. Ça c'est la première question, donc Marie-Hélène vient de poser. Mais moi je la compléterai en disant aujourd'hui il existe quand même, on a parlé de la RATPK transformée aujourd'hui en RASKIN, mais il existe aujourd'hui le FONAC, le Fonds d'assainissement de Kinshasa, pour lequel si je crois les médias ont bien décrit le rôle de la FONAC. Il y a des fonds qui viennent des régies nationales, donc ils doivent refaire 1% de leurs recettes. Et puis il y a, semble-t-il, a été introduit dans les factures ou SNEL ou Régie des eaux ou les deux, une redevance qui doit constituer une caisse qui permet à la RASKIN de fonctionner. Or, cette RASKIN pour fonctionner dépend de la FONAC qui est censée drainer tous ces fonds. Et là, apparemment, le système n'est pas clair. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être un moyen au niveau de Kinbopeto, mais il y a un organe qui existe qui est la FONAC. Là, je veux vous éclairer un peu. Quand nous parlons des fonds, faisons toujours la part des choses entre le prévisionnel et la disponibilité des trésoreries. Une disponibilité des trésoreries fait en sorte que nous avons le prévisionnel, nous avons un travail d'assiette. Donc le taux d'imposition, la capacité de recouvrement. Et vous arriverez généralement pour la ville de Kinshasa à un budget historiquement exécuté à 40%. Donc ça signifie, si vous aviez 100 millions de dollars de prévus, vous n'avez pu engranger en termes de trésorerie qu'autour de 40 millions. Et la FONAC, mon frère le DG Mouissa qui est en train de suivre, bien sûr, ils avaient un accord avec la Régie des eaux. Et la Régie des eaux elle-même a un taux de recouvrement très 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 bas. Parce que les services Régie des eaux ne satisfont pas déjà la population. Il y a des foyers qui ont des factures pour de l'eau qui n'a pas été livrée. Et quand nous collons notre facturation FONAC sur ça, nous arrivons à des problèmes. Et même le peu que la Régie des eaux va enfin prélever, jusqu'aujourd'hui, le DG Moussa est là à témoin, ils ne sont pas reversés à la FONAC. Ça devient une autre paire de manches pour négocier avec la Régie des eaux, pour reverser à la FONAC ce qui est de la FONAC. Justement, nous sommes dans des pratiques assez abracadabrantes, oui. C'est le problème que connaît l'RTNC dans le gouvernement de défense. Oui. Alors, mais il nous reste encore 8 minutes. Professeur, est-ce que vous ne trouvez pas qu'à ce stade, en fait, le problème reste la récupération et surtout la transformation de ces déchets solides? Le grand problème, c'est vrai, c'est la récupération et la finalité. Aujourd'hui, les déchets, ils prennent des destinations diverses. Oui. On les retrouve... C'est de la matière première. Dans les sites érosifs, oui. Les sites érosifs, dans les espaces ouverts. C'est vrai que la ville peut paraître un peu propre, mais il n'y a nulle part où on peut nous dire où vont les déchets. Donc ça signifie que les déchets sont encore là. Au bord de la rivière, un peu partout. Donc bref, il n'y a pas un grand changement. Mais bon, l'espoir, c'est que on sent la volonté. On sent la volonté de la ville. Et là, je peux vous dire félicitations pour cette volonté-là ferme qui nécessite
effectivement les moyens. Mais ces moyens, il faut les chercher. Et quand les investisseurs viennent, il faut les recueillir, il faut les accepter. Il faut les accepter avec peut-être leurs conditions. Parfois, il nous arrive à nous d'imposer des conditions alors que nous n'avons aucun moyen. Est-ce qu'il y en a qui frappent déjà à la porte? Oui, il y en a. On les a identifiés. Et je crois que la ville a signé pas mal de contrats d'exécution déjà. Donc ça signifie que nous sommes déjà à la dernière étape. Je sais qu'il y a même déjà une entreprise, un groupe d'investisseurs qui sont dans le processus de transfert d'argent. Ok, merci. Alors, monsieur, jamais dernière question. Nous ne dormons pas. C'est de la musique, c'est du tapage. De 20h à 6h du matin. Nuisance sonore. Vous avez raison, parce que nous avions quand même cette mesure qui était déjà une mesure très bien accueillie par les Quinois. Et c'est une mesure qui commence petit à petit relativement à s'essouffler. Hier, j'étais moi-même sur terrain. J'entre sur Kasavubu, Kisangani, et à ma droite, le type de bar qui a maintenant un étage. Musique à tout casser. J'ai appelé la bourgmestre parce que nous voulons inscrire notre action dans la pérennité. Parce que l'enfant qui est à côté, Oscar qui dort, parce que demain, il est directeur à la RTNC, il a des responsabilités, il doit dormir pour reconstruire son cerveau. Même à côté de l'hôpital. Et nous disons que nous ne lâcherons pas, pas plus tard que la semaine qui va suivre, nous allons annoncer des numéros pour que les Quinoises et les Quinois puissent dénoncer ces tapages-là en temps réel. Et dès que nous avons ces dénonciations, nous irons fermer. Pas plus tard qu'avant cette émission, le port B était... Moi, j'ai parlé avec la bourgmestre de Lingwala, parce que hier, j'ai fait ma ronde sur Mouchi. Et il y avait à peu près 5 bars qui jouaient à tout casser, comme si la mesure... Non, oui, comme si la mesure n'existait pas. Et là, Oscar, je promets, devant vous, je promets aux Quinoises, aux Quinois, que les bourgmestres qui ne suivront pas, ils seront sanctionnés. On occupe les trottoirs, voir le bord de la route, et puis... je vous assure que les sanctions vont suivre, parce que nous voulons rester crédibles face à toutes les promesses que nous faisons aux Quinoises et aux Quinois qui étaient déjà en train de s'habituer à une certaine tranquillité. Oui. Alors, dernière question, Eric. Les églises... Même les églises, oui, les églises. Je ne citerai pas un grand pasteur qui est au gouvernement. J'ai parlé avec lui plusieurs fois en rapport avec son église et nous nous entendons bien. Les gens tout autour de cette église ne se plaignent plus. Et nous irons, parce que ce n'est pas parce qu'on est une église qu'on va aller déranger les riverains. Là, même les églises, les veillées mortuaires aussi, tout ça, ça doit être réglementé et nous pouvons pleurer nos morts dignement, sans pour autant, faire trop de bruit. Alors, on termine le concert aussi. Et concert aussi. Eric, quel conseil pratique en fait vous devez prodiguer et à l'hôtel de ville et à la population pour que cette opération, bien qu'il n'y ait pas de moyens conséquents comme il a dit tout à l'heure, puisse quand même connaître un début d'exécution visible, palpable sur le terrain? Oui, bon, je pense quand même que la population est de bonne foi. Je crois que le Cordeau l'a dit tout à l'heure, il y a quand même des pratiques qui se faisaient. Mais il faut amener la population à voir au-delà de ces pratiques. C'est-à-dire qu'effectivement, de payer le pousse-pousseur du coin pour aller évacuer ces immondices, c'est déjà une bonne pratique. Parce que c'est-à-dire qu'il y a un geste quand même responsable de ne pas en tout cas laisser les ordures traîner comme ça dans la rue. Mais là où je parle de sensibiliser la population, c'est vraiment aussi des garages, tout de même. Tout type d'ordures. C'est pour ça qu'on ne parle pas que des ménages d'ailleurs. Il faut parler de l'industrie, des commerces, des hôpitaux. Les marchés pirates. Nous négocions des espaces pour la fourrière. Dès que les négociations aboutissent, on commence maintenant à enlever toutes ces épaves et les propriétaires qui ne viendront pas réclamer après un temps, les épaves iront à la fonderie. Les marchés pirates, les restaurants. Il y a aussi,
part les eaux usées dont on n'a pas parlé. Ce sont aussi des C'est des formes de déchets. déchets, il y a plusieurs formes de déchets. Il y a des déchets, il y a des rivières qui sont polluées par des bouteilles en plastique. Tout ça, ce sont des problèmes. Les statistiques sont connues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je disais, c'est qu'il faut à la fois sensibiliser les ménages au-delà de leurs gestes déjà un peu responsables de prendre les services d'un pousse-pousseur ou autre. Il y a au niveau de la ville, prendre le recul, de se dire, ok, effectivement, il faut agir vite parce que les clients ont besoin de voir un résultat concret. Voilà. Mais il faut prendre le recul de bien poser tout le cadre. Je crois que le prof parlait de schéma directeur. Tout le cadre finalement logique de ce qu'on va faire. C'est-à-dire que comment sensibiliser par rapport au ménage, quand on sensibilise par rapport au ménage et qu'il y a du tri, qu'est-ce qui se passe? Ces investisseurs qui viennent, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire? Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Parce qu'il faut régler cette filière-là. Je donne un exemple très simple. Il y a quelques années, on avait le problème des mitrailles. On a vu que les gens savaient qu'il fallait juste aller alimenter, que ça s'achetait, que le déchet mitraille s'achetait. Et je peux vous assurer que de la même manière, les autres déchets s'achètent aussi. Le plastique s'achète, les déchets organiques s'achètent, le verre s'achète, tout est quasiment recyclable. Et là, Eric, vous savez qu'il y a une expérience avec Anaco. On a commencé déjà à acheter les bouteilles plastiques. Et vous savez aussi que nous sommes en train de préparer une réunion avec les producteurs de plastique pour le projet Récuplast. Donc il y aura un prix que nous donnerons au kilo. Parce que la façon dont Anaco a acheté à 3000 francs la tonne, ça n'a pas trop suscité l'intérêt de nos jeunes. C'est pour ça que le conseil a donné justement à l'hôtel de ville, c'est de prendre ce recul pour s'assurer que ce marché, entre guillemets, de déchets dont on parle, soit vraiment régulé et ne pas laisser finalement les investisseurs imposer leurs règles. Parce qu'il y a réellement une plus-value dans la gestion et le traitement des déchets. Voilà. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Eric Deletec Environnement, le coordonnateur principal de l'opération d'assainissement Bopeto et le professeur Emmanuel Bia et madame, messieurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.